ressourcerie de l'écrivain. Je suis encore pas chez moi parce qu'on se trouve chez les parents de Céline Nio à Saumur Bonjour. qui m'accueille aujourd'hui. Parce que je voulais vous parler de cette autrice qui est une amie et dont je suis Oui. aussi la partenaire Oui. et dont j'ai corrigé son deuxième roman qui va sortir le 15 octobre. Ouais. Tu peux commencer peut-être par te présenter. Ouais. Ouais, donc c'est Lignot, j'ai 37 ans la semaine prochaine. Je suis autrice de 2 romans pour l'instant. Il y a, ouais, comment faire la pub directe. Voilà, La malédiction de la pie grièche, qui était un roman historico-fantastique. Et puis il y a, comme Nora l'a dit, Le Noël rebelle de Sylvain le Sapin, qui est un roman jeunesse, mais qui est aussi pour les adultes. Oui, ça peut être un roman doudou pour les adultes, Voilà. je pense. Voilà, qui sort le 15 octobre et qui est donc un conte de Noël. C'est pas évident. Non. Et j'écris. En fait, j'ai écrit mon premier roman quand j'avais 13 ans. Ouais. Ah, ça fait longtemps. Faut que je le relise. Je sais pas si ce que ça vaut. C'est peut-être très nul. Ou c'est peut-être pas mal et que. Ça peut s'améliorer, Voilà, on sait jamais. je vais voir. Faut que. Je l'ai pas relu. Mais voilà. Donc j'ai commencé, moi, à écrire à l'âge de 13 ans. Et c'est Harry Potter qui m'a donné envie de lire et d'écrire. Je pense qu'on peut encore le dire aujourd'hui que Harry Oui. Potter a motivé des gens à lire et à écrire. Parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis je pense que Harry Potter continue encore aujourd'hui de motiver des gens à lire et écrire. T'as commencé à écrire plutôt de la fanfiction ou plutôt vraiment des romans quand t'étais ado? Non, c'était un roman, en fait, c'est mon frère qui m'avait donné l'idée. On s'était un peu déguisés et il était déguisé en roi. C'était avec la couette comme cape, hein. C'était ouais, vraiment le truc bricolé et il m'a dit ma femme est un sanglier. Et voilà, et donc je suis partie sur un truc avec un roi fou. Et faudrait que je relise. Et c'est marrant parce que ça se passe, l'action se passait aussi, enfin c'était un royaume imaginaire, mais dans la vallée de la Loire. Et ouais, ouais, après la pie, il y a peut-être moyen, faudrait que je regarde ce que ça vaut ce truc-là, à voir si je peux finalement l'exploiter, le réécrire, on verra. Mais je pense que oui, on peut repartir sur des écrits qui sont anciens parce que on les a pas écrits pour rien, hein, quelque part. Donc Mm. ça. Enfin, même si on n'en fait plus rien, on peut prendre un petit bout de. Ah oui, Ça fait très sorceleur. Tu te souviens de l'homme sanglier? oui, le conte Nivelaine. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien lire, par exemple? Eh ben, je lis un peu de tout, sauf la romance. J'aime pas trop ça. Après, il y a des exceptions. En général, c'est les exceptions, c'est toi qui me les conseilles, hein, parce que c'est pas Guimauve. Voilà, les Guimauve, c'est pas mon truc, mais sinon, je lis beaucoup de fantasy. Parce Mm. que, je sais pas si je suis toujours restée dedans. Mais j'aime bien les romans historiques. Mm. Je trouve qu'on apprend en fait, je trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses avec les romans historiques enfin, à l'école. Moi, c'est toi qui me l'avais conseillé aussi, Les Rois Maudits. Oui. Ah, il est Les génial. Capétiens, on n'y Mm. connaît rien, enfin à l'école on comprend rien, et là tout à coup on a cette histoire de malédiction sur plusieurs générations Mm. et on comprend enfin les tenants et aboutissants de l'histoire de France. Moi j'avais trouvé que c'était super et j'aime beaucoup les romans historiques. J'aimerais bien lire plus de science-fiction, Mm. mais j'ai pas beaucoup de titres qui me viennent à l'esprit à part des classiques comme Dune que j'ai pas lu d'ailleurs, mais Mm. donc s'il y a des gens qui connaissent des bons romans Mm. de science-fiction, n'hésitez pas à donner, Je prends aussi. ouais, à donner des conseils. Et non, sinon j'aime bien lire des polars une fois le temps, et puis des romances quand c'est toi qui me les conseilles et Ouais. qu'elles sont pas guimauves. Ouais. Après, quand c'est guimauve mais que j'aime bien, je préviens quand même. Mais je sens pas aussi le guimauve de temps en temps, ça fait du bien. Pas tout le temps. Je trouve que c'est saoulant. Parce que En quand lire ça une manque fois, un peu d'enjeu, c'est. c'est ça. Quand il y a des enjeux qui sont autres que l'histoire d'amour, ça va très bien, mais Mm. enfin bref, c'est un. Et qu'est-ce qui t'attire du coup dans tout ce qui est univers fantasy ou Et- fantastique même d'ailleurs parce que la malédiction de la pie grièche, on est plus Ouais, on dans est du du fantastique, fantastique. ouais. Mm. Disons que les mondes de l'imaginaire, c'est toujours un bon moyen de s'extirper de la vie quotidienne. Ouais.
qu'on aille à l'école ou qu'on travaille, on a un quotidien qui est assez une routine et on vit peu d'aventures, on va dire. Quoique, je trouve que publier des bouquins, c'est quand même pas mal comme aventure, Mmh. hein, ou faire une chaîne YouTube, Mmh. c'est quand même. Ouais, Voilà. on se lance Euh, comme ça. mais c'est vrai que j'ai l'habitude de dire à propos des mondes de l'imaginaire, enfin, oui, en général, c'est des univers où le monde est aussi nul que le nôtre, mais eux, ils Oui, ont la magie, quoi. oui, Et ils ont moins ça. ouais, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'aime bien tous les univers de magie, mais quand je me suis un peu plus renseignée sur ce qui se fait de nos jours comme un peu comme magie, enfin dans notre monde à nous, tu vois, pour la suite de la Pie Grièche, Mmh. euh, j'ai trouvé des tas de trucs, voilà, avec de la sauge pour purifier Mmh. les maisons, tout ça. Et moi, c'est Enfin, j'ai pas de jugement sur les gens qui y croient ou qui le pratiquent, mais c'est vrai que moi, ça me laisse assez de glace en fait. Enfin, je suis Mmh. trop terre à terre, je pense, pour vraiment y croire pour de vrai. Mais ceci dit, ou je dirais plutôt que je suis agnostique du surnaturel. Oui, bah, je pense que c'est pareil pour moi. Mmh. C'est possible que ça existe, mais ça me touche pas personnellement, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux faire par exemple un petit résumé de la malédiction de la pie-grièche? Parce que mon petit doigt me dit que tu es en train d'écrire la suite. Oui, alors la malédiction de la pie grièche, c'est donc un roman historico-fantastique qui se passe sur deux époques. On a donc deux timelines qui sont séparées, donc il n'y a pas de voyage dans le temps. Ça. Ouais, il y a deux histoires parallèles. Il y en a une Mmh. qui est de nos jours avec un vignoble, donc à Saumur. Euh, un vignoble qui a des troglodytes et dans ces caves troglodytiques, les gens du vignoble vont faire une découverte archéologique qui va complètement bouleverser leur quotidien. Déjà parce que il y a une découverte archéologique, Mmh. il y a plein de choses qui s'arrêtent parce que Mmh. le temps que les archéologues viennent et tout. Et ça va avoir des conséquences. Ça va remettre en question aussi l'histoire du vignoble, tout ce qu'ils pensaient connaître sur l'histoire du vignoble. Qui est dans la famille de ces gens-là depuis 10 générations, en fait, ils vont se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies et peut-être d'autres pas. Et en parallèle, il y a une autre histoire qui se passe en 1327, dans un village à côté de Saumur, mais pas au même endroit que le vignoble. Et où il va y avoir un cas de guérison miraculeuse dans une église. Et c'est un noble qui va être soigné tout à coup. Et ça va évidemment, il y a ceux qui vont dire c'est un miracle et ceux qui vont dire c'est une sorcière. Mmh. Et donc l'église va envoyer un inquisiteur qui va mener l'enquête. Et dans les villages comme ça qui sont très petits où tout le monde se connaît, il y a vite de la suspicion. Mmh. Et les deux histoires sont liées. Mais je pense que pour le lecteur, c'est pas tout. Enfin, le lecteur doit bien sentir tout le temps qu'il y a Oui. des éléments qui se font écho dans les deux histoires, mais sans vraiment Ouais. comprendre pourquoi est-ce que ces deux histoires sont racontées. Donc moi, la lecture, j'étais dans le déni pour quelque chose, par exemple. Mais, euh, mais oui, oui. Bon, j'en dis pas plus. En fait, c'est un livre qui n'est pas évident à pitcher ou à en parler parce que il y a une révélation et à la fin et c'est pas vraiment un plot twist, mais il se passe un truc et ce qui fait qu'on peut pas trop en parler. Mais retenez bien que c'est historico-fantastique. Mais il y a un contexte historique au moins Mm, pour le récit médiéval. mm. J'ai fait beaucoup de recherches sur Saumur, donc l'action est en 1327. Donc tout à l'heure, on va aller avec Nora au Oui, château de Saumur. on va prendre Et des photos. le château de Saumur, comme il est aujourd'hui, il ressemblait pas du tout à ça en 1327. Il a été reconstruit depuis. Et donc il a fallu que je fasse plein de recherches sur à quoi il ressemblait exactement. Il y a des choses où on sait pas trop, donc j'ai un peu extrapolé aussi. Il y a le fait que la sorcellerie était considérée comme de l'hérésie, ça faisait Mm. tout juste un an au moment de l'histoire. Voilà, donc il y a des... J'ai essayé de rendre un contexte historique le plus réaliste possible. Je pense que c'est pas trop mal, c'est sans doute pas parfait, mais j'ai pas vécu à cette époque, je suis pas Bah oui. historienne non plus, mais Mm. j'ai fait de mon mieux en tout cas. Mm. Et Mais euh, ça se sent qu'il y a de la recherche, que c'est réfléchi. Non, oh, tant mieux, mais tant vraiment, mieux, tant mieux. vraiment. Ça veut dire que j'ai Et pas fait trop pourquoi de boulot. 1327 en... Je m'en souviens plus. Parce qu'en 1326, il y a eu la bulle épiscopale Mm. qui décrétait la sorcellerie comme hérésie. Mm. Avant ça, les sorcières n'étaient pas poursuivies. D'accord. On sent vraiment qu'il y a de la recherche, c'est pas effleuré parce qu'en fait écrire
sur une période historique donnée, c'est pas que en fait mettre des dates et des faits, c'est aussi le quotidien. Comment est-ce que les gens vivent au quotidien, qu'est-ce qu'ils mangent, quel travail ils font, Comment ils sont habillés. oui, qu'est-ce qu'ils pensaient aussi à l'époque. Bah, c'est vrai que pour le personnage de Mathilde, Mm, au Moyen-Âge, je me suis beaucoup posé la question comment moi je réagirais à sa place mm, et de faire exactement l'inverse. De lui faire exactement l'inverse de ce que moi j'aurais fait parce qu'évidemment au Moyen-Âge, une femme n'a pas les mêmes mm. droits que nous aujourd'hui et forcément. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça. Je me dis, qu'est-ce que moi je ferais? Et il faut qu'elle fasse exactement l'inverse. Donc Mathilde, c'est quelqu'un de très doux. Merci. Oui. Team Gonzague. Ceux qui ont lu comprendront et ceux qui n'ont pas encore lu comprendront quand ils liront. Non, je suis pas gentille. Non, J'assume, mais j'assume. c'est. J'assume mon côté Gonzague, Oui, voilà. je pense qu'il faut assumer le côté Gonzague. Gonzague, c'est le père d'Aliénor dans l'époque moderne. C'est le propriétaire Mm. du vignoble et... Il a son petit caractère. Oui, certains disent que c'est un connard. Voilà, quand ça c'est dit. Parfois, je pense. Ouais, il y a un peu de ça. Il n'y a pas de filtre. Euh, Mais oui, c'est le truc qui était assez drôle parce que tu as eu donc des réactions de lecteurs par rapport à tes personnages. Et au final, c'est Gonzague qui a fait le plus réagir, il me Oui. semble. Moi j'étais persuadée, il y a un personnage à notre époque qui est un prêtre, et moi j'étais persuadée que le prêtre que j'aurais à le défendre un petit peu parce que bon, on va dire que les prêtres catholiques de nos jours n'ont pas forcément une très bonne Ouais. réputation. Même si ce prêtre-là, c'est pas un de ceux-là, mais je pensais vraiment que c'est un personnage que je devrais défendre, et en fait non. Non, non, c'est pas lui, c'est jamais lui que je dois défendre, c'est toujours Gonzague. C'est Oui. drôle. Je trouve ça très Mais drôle. Gonzague, il est très drôle en fait. Mm. En fait, Gonzague, c'est le genre de personnage qui a une grande gueule et qui va dire ce qu'il pense et comme ça vient. Alors que nous, on va peut-être dire non, je vais peut-être pas parler de ça. Lui, on y va. Ce qui fait que non, mais il est excellent comme personnage. Ouais, c'est pas forcément quelqu'un qu'on a envie de côtoyer tous les jours, mais... On soufflerait très fort en fin de repas, je pense, Oui. si on était poli. Ouais. Mais non, mais il est chouette. Il est chouette comme perso. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant justement de travailler sur des personnages qui vont pas être que les gentils. Oui. Enfin, les personnages, ils ont, bah, comme tout le monde, hein, ils ont le droit d'être cons, ils ont le droit d'avoir des opinions avec lesquelles on n'est pas en accord. Et Ils ont je- des qualités et des oui. défauts, comme tout le monde. Je pense que c'est important. Mm, Et je trouve qu'il y a certains personnages qu'on aime justement parce qu'ils ont ces défauts-là, que mm, ça les rend plus humains. mm, Il n'y a rien de pire que, je trouve, enfin, c'est à mon avis, hein, mm. mais Les que personnages plats gentils. les personnages manichéens, il y a rien, on Oui. sait c'est le gentil et lui c'est le méchant. Bon, ça a peu d'intérêt. Dans Ça des, dépend des ouais, contextes, mais dans des écrits plus classiques à la limite, mais de nos jours, ouais, les trucs manichéens, c'est un petit peu. les gentils en C'est blanc, attendu. les méchants en noir. Voilà. Ça doit être intéressant de travailler un personnage qui est contrasté comme ça et qui a une espèce de. Il y a un côté très réaliste au final. Tu m'avais dit une fois, mais c'était sur une de mes fanfictions, tu m'avais dit, Iris? ouais, tu m'avais dit ils sont très quotidiens. Oui, Et je trouve ça bien. Ouais, j'aime bien les personnages où ça pourrait être notre voisin, ça ouais. pourrait être nous-mêmes des fois, et même dans les univers de fantasy, je trouve que on gagne à avoir des personnages qui sont réalistes. Mm. Oui. Quelqu'un qui a pas envie d'y aller, par exemple. Moi, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. C'était un livre en auto-édition aussi. Je pourrais. Oui, tu peux en Je parler. peux en parler, ouais. C'est La dernière des Crocs écarlates de Epona de Givremer. Et moi, c'est un roman de fantasy. Et il y a un personnage elle vit une histoire d'amour. Moi, j'ai eu. En fait, elle a des réactions très adolescentes. J'avais trouvé ça très pénible. Sauf que quand on connaît son histoire, son passé, même si elle est adulte, elle peut pas réagir autrement que comme une adolescente parce qu'elle a pas de maturité émotionnelle. Et en fait, même si je l'ai trouvée terriblement agaçante des fois dans ses réactions parce que c'était pas mature, et bien en fait, elle aurait Elle pas était pu vraie. elle aurait pas pu être écrite différemment parce que Mm. si elle avait eu des réactions justement extrêmement matures, compte tenu de son histoire, c'était pas possible, c'était Mm. pas réaliste. Mm. Donc même si elle m'a agacée par moments et que j'avais envie de lui mettre des claques, et ben j'ai trouvé que elle était quand même très bien écrite parce qu'elle aurait pas pu être ça aurait pas pu être crédible différemment. Donc faut s'adapter aussi au personnage, à son passé, à ce qu'on va en faire, même si ça agace.
même si ça nous agace nous des fois quand on les écrit. Mais en fait, justement, ce type de personnage, le truc que je trouve intéressant, c'est qu'on va pas essayer de chercher, c'est pas forcément l'empathie. On va pas chercher la sympathie chez le lecteur, on va chercher quelque chose d'un peu plus réactionnel, parce que des fois, c'est il crispe parce qu'il nous agace, ou parce que, ou non, t'as pris une décision un peu con là, ou là, t'aurais mieux fait de te taire. Et c'est quelque chose. Enfin, je trouve que d'apporter quelque chose d'un peu quotidien ou réaliste comme ça à une histoire, c'est intéressant. Qu'on n'ait pas le chevalier en armure blanche sur son cheval, là, qui est tout gentil et qui sauve la veuve et l'orphelin dès le petit-déj. Mais ça peut être sympa, un chevalier qui a pas envie d'y aller. C'est non, mais là, j'ai pas envie. C'était dans le film Le Roi Arthur. Camelot. Non, c'était pas dans. Non, non, pas dans Camelot. Je crois qu'il s'appelle Le Roi Arthur. King Arthur, il s'appelait. Avec le blond. Euh, Ah, avec- attends, il y avait deux blonds. Il y a un blond qui est décédé, je crois. Il y avait Johan Gruffut qui jouait Lancelot, mais je Non, me je sais pas rappelle qui plus c'est. comment s'appelait celui qui faisait Arthur. Enfin, peu importe. Enfin, en gros, c'était, je pense, un peu plus près de ce qu'étaient pour de vrai les Chevaliers de la Table Ronde. En fait, c'était des mercenaires, enfin, ou Mhm. que l'armée romaine avait enrôlé parce Mhm. ils venaient de leur colonie en Europe et que Mhm. voilà, et qui sont censés, voilà, ils ont fini leur temps d'armée, ils doivent pouvoir rentrer chez eux dans leur pays, et puis finalement ils ont une dernière mission et ils veulent pas y aller. Ils Mhm. disent bah non, on a fini notre boulot, on veut. Et puis j'avais trouvé ça très humain, c'était très loin de la chevalerie, oui, pour la veuve et l'orphelin. Là, c'était vraiment non, mais on n'a pas envie d'y aller, officiellement, on a fini notre taf, quoi. Donc j'avais trouvé ça changeait, ça cassait complètement le cliché. Sur le moment, ça Ouais. surprend, mais c'est celui avec Keira Knightley qui jouait Guenièvre, qui était Picte. Ah, tu Non, je l'ai connais pas vu, je peut-être crois pas, pas. mais Non, je crois que je l'ai pas vu. c'est vrai que ça a donné un côté beaucoup plus humain au chevalier de la table ronde. Mais n'empêche que tu me dis le côté dernière mission, on n'a pas envie d'y aller parce que faut qu'on rentre au pays. Ça me fait penser, enfin, c'est juste une petite parenthèse comme ça, aux circonstances de la piraterie dans les Caraïbes, Mm. où la marine anglaise a dit non, en fait, on arrête. Voici votre dernière solde, démerdez-vous. Et du coup, les gars, ils sont juste à 10 000 bornes de chez eux. Super. Donc, Et vas-y pour prendre le prochain avion, faut pas attendre quelques démerde-toi. siècles. Voilà. Et ce qui fait que enfin, les pirates. Enfin, les pirates, ils n'étaient pas que anglais, enfin, ils étaient français, c'est d'anciens Mm. corsaires, etc. Mais ce qui fait que c'était des gens de mer qui avaient des fortes compétences au niveau de la marine, ce qui était logique, et qui, à un moment, se sont dit, mais on se fout un peu de notre gueule, là, donc rébellion, pas Ouais. content. Et boum, piraterie. Mais je rebondis sur ce que tu Mm. disais tout à l'heure aussi, que des fois les personnages ont des réactions très connes. Je trouve aussi que c'est humain. Oui. Disons que quand ça peut arriver qu'ils aient une réaction très débile et qu'ils le regrettent après Mm. parce que en fait ils ont fait une connerie, je trouve que ça peut arriver. Après, quand les personnages prennent Oui. systématiquement les mauvaises décisions juste Voilà, c'est pour autre faire chose. rebondir l'intrigue, c'est autre chose. Mais je trouve que ça fait aussi partie du caractère humain de, sur un coup de tête, sur un coup de sang, de faire quelque chose Oui. qu'on regrette plus tard. Ça nous arrive à tous. Mm. Ça nous arrive à tous Oui, complètement. la parole de trop, la décision de merde, oui, oui, Ouais, des complètement, mots hein. qu'on regrette d'avoir dit. Et ça, je trouve que c'était assez présent dans la timeline contemporaine, justement. Mm. Au niveau de. Parce qu'on suit en fait une même famille, les métiviers qui sont des vignerons. Et, et Aliénor, en fait, elle a pas envie de reprendre. C'est la fille, ouais. Ouais, c'est la fille unique de Gonzague et de Valérie, Oui. qui sont les vignerons. Et elle a pas envie de reprendre le domaine. Et ce qui fait qu'elle est un peu à côté, quelque part, un peu Mm. laissée de côté. Et, enfin, je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est des choses qu'on peut voir en fait de nos jours, hein. S'il y a une entreprise qui est transmise de génération en génération, et là, boum, il y a quelqu'un, bah non, j'ai pas envie d'être boulanger. Mm. Qu'est-ce Oui. qu'on fait? Mais il y a une époque où ils n'avaient pas le choix. C'était Hmm. si le père est vigneron, Hmm. l'enfant, enfin le fils sera vigneron. Là, c'est vrai qu'on a une situation où Aliénor, c'est au monde moderne, elle veut pas faire ça, elle veut pas faire ça. Et en même temps, Elle elle y y est très travaille. attachée. Hmm. Elle y est très attachée. Et elle y travaille un petit peu. Ouais, elle est guide touristique Ouais. dans le vignoble et c'est compliqué pour elle. En fait, elle a un peu, je vais le dire en bon français, je suis désolée, hein, elle a le cul entre deux chaises. Exactement. Elle a d'un côté, oui, elle aura envie, et en même temps, non, elle veut faire quelque chose d'autre de sa vie. Je pense que c'est des choix auxquels
Oui, on est tous, confrontés. tous plus ou moins confrontés. De répondre aux attentes des parents ou pas, ou de prendre son envol et d'affirmer son identité, tout simplement. C'est complètement des thématiques De de recherche de jeunes. soi, de Oui. quête de soi-même, ouais. Puis une génération un jeune qui commence à prendre son envol. Mm. Et, mais je vous conseille vraiment, faut vraiment lire La malédiction de la pie grièche. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un beau bébé, Ouais. Il n'y a que mais 524 pages, ça va. ça va. Mais oui, c'est très bien écrit. Oh. Je trouve que toi, tu as toujours. En fait, Céline, je la lis depuis des années parce qu'elle Ouais. elle est aussi autrice de fanfiction. Bon, j'en écris beaucoup sur Harry Potter, évidemment, c'est ça qui m'a vraiment Mhm. permis d'affûter ma plume. J'en ai écrite celle que j'ai relue il y a pas longtemps et que je m'att- Sorceleur. Ouais, non, Non? c'est celle sur Highlander, les chroniques de Métos. Ok. Oui, très Ouais, bien. Alors moi, Highlander, j'ai très peu regardé, j'avais très peu de souvenirs et j'ai bouffé sa fanfiction. et moi je l'ai relu il y a pas longtemps, j'avais envie, je me suis refait les épisodes Mhm. de la série, j'avais envie de relire la fanfiction et j'avais peur de me dire que c'est nul parce que c'est souvent ça quand on est auteur, on a souvent Bah le oui. problème, c'est qu'en Mhm. fait on continue d'écrire et une fois qu'on a publié ce qu'on a pu, enfin on le relit pas forcément ou on le relit des années plus tard et comme on a évolué entre temps aussi bien dans notre façon de penser, notre façon d'écrire et on relit des fois des années plus tard, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Et là j'ai été très agréablement surprise. J'ai trouvé ça bien. Et ça m'arrive pas souvent de relire mes choses, enfin de Ça fait du relire bien de ses penser écrits. ça. Ouais, ça Mhm. me fait. C'est. Ouais, ouais, ouais. C'est. J'étais contente. C'est peut-être C'est celle très dont je bien. suis le plus fière. Peut-être, je sais pas. Je crois que moi, mes préférées, je pense que c'est celle sur Sur le sorceleur. le sorceleur, ouais, avec Ouais. Izan. Ouais, c'est une suite de 4 Ouais. fanfictions. Oh, elles Ça, sont ça se vraiment passe bien. un peu en parallèle du canon en fait. Mais des livres, hein, pas de la série. Pas Euh, du jeu vidéo non plus. Non. Mais des livres et ça exploite certaines portes ouvertes qui ont été laissées ou des choses qui n'ont pas été expliquées. Voilà, moi je me suis amusée. Mm. J'ai lu 3 livres sur les runes juste pour écrire. Oui, parce que ça parle beaucoup de runes, que ce soit en divination, que ce soit. Ouais, je me rappelle plus de tout ce que j'ai fait, mais enfin ça parle beaucoup de runes Il y a la et. construction des chapitres déjà. Hmm, Il y a une particularité ouais, au niveau de la construction pour les quatre, il me semble. Hein. ouais. Où- En fait, elles étaient. Enfin, il me semble que tu faisais 25 non? Il y avait 25 21 chapitres? chapitres, je crois, à chaque fois. 21? Je sais plus. Je crois que c'était 21, ouais. Mais oui, tu m'avais expliqué tout le truc. Ouais, Ouais, c'était chouette. et j'avais lu 3 livres sur les runes, sur l'écriture runique pour écrire de la fanfiction. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que je peux être une malade pour écrire un roman que je vais commercialiser après, quoi. Obligé de se culturer pour écrire. Où Oh, va le monde? quelle horreur. Honnêtement, la phase de recherche, c'est une des C'est choses que génial. Hein. j'aime le plus faire. Mm. Après, ce qui est compliqué, souvent, parce qu'on a plein d'informations, c'est de savoir lesquelles vont être pertinentes pour l'histoire et lesquelles pas. Et par exemple, moi, j'y connaissais rien en œnologie ou en Mm. viticulture, j'y connais rien, je bois pratiquement pas. Mais j'ai la pie grillage qui se passe dans un vignoble et pour donner un contexte un petit peu authentique, c'est pareil, j'ai dû faire plein de recherches. Je pensais que le Moyen-Âge ce serait le plus dur à écrire, mais finalement, écrire quelque chose sur un métier qui Mm. existe de nos jours et de pas écrire des grosses conneries, ça a été difficile aussi. Et j'ai pas mis tout ce que j'ai appris sur la viticulture dans la pie grillage. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était très bien. Et il y en a d'autres qui ont dit il y en a trop déjà, donc si j'en avais mis encore plus, voilà. Ouais. Non, Mais je trouve que ça suffit. Puis moi, j'ai appris plein de trucs. Et pareil, j'ai appris plein de trucs sur. Enfin, moi, la viticulture, je m'y intéresse pas plus que ça. Mais j'ai appris plein de trucs. Moi, j'adore apprendre plein de trucs. Donc, moi aussi. banco. Moi aussi. Mais j'ai récemment quelqu'un qui l'a lu, qui justement s'y connaît en viticulture, en œnologie, et qui m'a dit non, mais j'ai pas écrit de conneries dedans, donc je suis très contente. Donc, par exemple, j'ai appris un mot. Et ben, vous pourrez aller regarder ce que c'est une gyropalette. J'ai repensé ce matin. Et puis une chante pleure. Oui, alors ça, génial. Il faut que j'en achète une pour mon père. Il adore ce genre de truc. C'est un petit arrosoir où on appuie sur. Je vous mettrai un lien parce que je vais pas réussir à vous l'expliquer. Enfin, vous. C'est une amphore avec des trous en dessous, Oui. et il faut boucher le trou du dessus pour que ça fasse un vide, et quand on relâche le trou du dessus, ça fait tomber l'eau Mm. comme. Et ça fait un bruit qui chante Qui comme la pluie. pluie, c'est pour ça que ça s'appelle une chante pleure. Mm.
Mais ça existe toujours. Oui, C'est pas... ouais. C'était inventé au Moyen-Âge, mais ça existe... ou même avant peut-être, mais ça existe toujours. C'est une sorte d'arrosoir. C'est un arrosoir doux, on va Mm. dire. C'est comme de la pluie. Ouais. Et oui, c'était vraiment top ça. Donc j'avais appris plein de trucs avec toi. Et C'est toujours un plaisir. Moi aussi, mais j'adore apprendre des trucs aussi. Des fois, je peux même te dire que l'un de mes prochains sujets de roman, ce sera sans doute ce sera un roman historique, mais c'est parce que moi j'ai envie de connaître plus l'histoire, donc je vais m'y plonger plus. Et puis si je fais des recherches, autant en faire profiter d'autres gens en fait. c'est celui Et raconter qui est l'histoire. en Allemagne ou... Ouais. Ok. Chut, c'est un secret. Secret. Oui, parce que Céline habite en Allemagne. Oui. Voilà. C'est pour ça que des fois je me sens un petit peu proche d'Aliénor aussi. Oui. Le côté on veut faire sa vie, on part, on Mm. veut faire autre chose, et puis finalement on a un peu le mal du pays quand même. Oui. Non, mais ça s'entend, hein. Mm. Enfin, moi, je suis pas très loin de chez moi parce que, enfin, j'habite du côté de Nantes, mais je suis du Finistère et c'est vrai qu'on a la nostalgie de l'endroit où on a vécu aussi, hein. Mm. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ce qu'on a appris en lisant Sylvain? Allez, Sylvain, Voilà. qu'est-ce que c'est donc? Parce qu'on a appris plein de choses aussi avec Sylvain. Ah oui, parce qu'on s'est un peu pris, en tant que correctrice, des fois, Non on a mais pris un truc sur les sapins. Le lequel? séchage. Ah oui, bah oui, quand on les débite en planche, il faut les faire sécher aussi. Voilà. Sachez-le. Mais moi j'ai bien aimé quand tu m'as dit c'est du chipotage. Oui, peut-être, mais oui, surtout que c'est un roman en fait jeunesse, donc forcément il y a moins besoin, je pense, d'aller dans le détail que quand c'est pour Oui. adultes. Mais Mais suis- l'adulte peut le lire aussi et se rendre compte que... je suis un peu méticuleuse, donc, Oui. donc non, c'était bien de me le dire, et comme ça Et on moi a aussi. rajouté quelques phrases. Mais moi j'ai appris par exemple, parce que je le savais pas, et en fait quand on y pense c'est logique, que les arbres ne poussent pas en hiver. Ah bon? Ouais, je l'ai marqué à un moment. Ah, je m'en souviens plus. Ouais. Bon, c'est une phrase, hein, mais les arbres ne poussent pas en hiver. Ils économisent leur force pour lutter contre le froid. Et c'est qu'à partir du printemps jusqu'à l'automne qu'ils poussent. Et en hiver, ils arrêtent de pousser. Mais c'est valable aussi pour les sapins, du coup? Ah bah oui. Ok. Oh, je savais pas. Mhm. Donc, vous voyez, mémoire de poisson rouge incarné. Il n'y a qu'une espèce de mouton qui mange les mauvaises herbes, mais pas les sapins. Enfin, ou pas les arbres qui doivent surveiller. C'est celui qui est là. Ouais, c'est Estelle. Ouais. C'est un mouton Shropshire. Je sais pas si je le prononce bien, mais Shropshire? Je sais pas. Shropshire. Enfin bref, c'est un mouton avec une tête et des pattes noires. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Oui. Voilà. Ils sont trop mignons et ils ont du caractère. Bah dans mon livre, Dans en le tout cas, caractère. remarque. Je ne connais pas personnellement de mouton Shropshire, mais Non, je mais connais Estelle. des moutons d'une manière générale, j'en ai vu assez en vrai pour savoir comment ils se comportent des fois. Mhm. Et oui, non, c'est un conte de Noël. Ouais, je pense que même les adultes peuvent y passer Oui. un bon moment avec. Enfin, je l'ai écrit pour ça, pour que les gens qui lisent avec leurs enfants s'ennuient pas. Oui. Euh, Oui. Que ce soit pas un truc... C'est un... À mon avis, on peut le lire même à des enfants qui sont en maternelle, forcément du coup avec l'adulte à côté. Ça fait la petite histoire du soir, etc. Il n'y a pas des choses compliquées à comprendre, mais pour des lecteurs, je dirais peut-être 7-8 ans quand même. Puis y aller tout doucement parce que c'est un beau bouquin, je peux me Oui, permettre. bien sûr, c'est le tien en plus. C'est un... Ah oui, c'est mon mien. C'est un bouquin qui fait quand même... il fait quand même 218 pages. ouais, 218 pages. Et... Non, c'est celui d'Esteban. Ah, c'est celui d'Esteban. C'est le livre d'Esteban. Donc, c'est un livre qui fait 218 pages. Bon, je vous montre vite fait. On est... Mais il n'y a pas d'image dedans. Non, il n'y a pas... Mais il y a une belle l'illustration couverture. de... Lucie Friconnet. Je vous mettrai Lucie son F, lien. illustratrice, ouais. Et... Une belle aquarelle. Exactement. Très jolie. Je suis très contente. Oui, franchement, Si vous cherchez une illustratrice pour votre roman, ou pour quoi que ce soit d'ailleurs, vous pouvez faire appel à Lucie, elle fait un super travail, très à l'écoute. Voilà, c'était l'instant publicité. Et de quoi que ça cause, du coup, le Noël rebelle de Sylvain Le Sapin, que j'ai Alors, lu 3 fois. Que tu as lu 3 fois, ouais. Eh bien, ça parle... On voit que moi, je travaille dans un bureau parce que j'aime bien raconter des histoires qui se passent dehors. Donc, on avait la Pigrèche, on a un vignoble, et là, on est dans une sapinière. Sapinière? Enfin, bref, dans une plantation de sapins. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait... c'est une famille qui fait pousser des arbres de Noël dans la montagne.
et dont le fils vient d'avoir 6 ans, il commence à aller à l'école, et sauf que cet enfant-là, contrairement à Aliénor qui veut pas reprendre le vignoble, Sacha, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est quand il sera grand, il fera comme son papa, il va planter, il va faire pousser des sapins de Noël, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire pousser des sapins de Noël? Sauf que bah, ses parents ils sont pas très riches, et que ses parents ils aimeraient bien qu'il ait un peu plus d'ambition dans la vie. Je dis pas que... Voilà, enfin ils aimeraient bien qu'il s'élève un peu socialement. Et mais bon, son père lui propose quand même de planter un des... Parce qu'il est assez grand pour lui apprendre les responsabilités. Il dit, tiens, vas-y, je plante un des sapins, et c'est toi qui vas t'en occuper. Donc Sacha plante ce sapin qui va devenir donc Sylvain, il l'appelle Sylvain, et il va s'en occuper des fois bien, des fois moins bien. Parce que c'est un petit garçon quand même, C'est ouais. un petit garçon qui croit... Il croit bien Il faire. croit bien faire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et Sacha, comme la journée il doit aller à l'école, et que quand il a essayé de négocier pour s'occuper du sapin toute la journée au lieu d'aller à l'école, et qu'on lui a dit non, il demande à Estelle, qui est une agnelle, bon, qui va devenir assez rapidement une brebis, parce qu'au bout Pourquoi il y a d'un des an... moutons du coup dans cette histoire? Parce qu'il y a 2 moyens de désherber. En fait, les très jeunes plants de sapin sont... si les mauvaises herbes mangent les nutriments dans le sol, les jeunes sapins ne peuvent pas continuer à pousser. Il faut attendre 2 ans avant qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Et donc pendant ce temps-là, il y a 2 moyens de désherber, soit avec des désherbants chimiques, soit avec des moutons Shropshire, parce que eux, ou Shropshire, parce que eux, ils mangent les mauvaises herbes, mais ils ne mangent pas les sapins. Donc voilà. C'est ce qu'on leur demande. Exactement, c'est leur travail. Ils sont sages. Ils servent de tondeuse. Exactement. Voilà. Et donc Sacha, quand il va à l'école, il demande à Estelle de veiller sur Sylvain, et il va y avoir une amitié qui va se former, se créer entre Sylvain et Estelle, et avec Sacha, même si c'est plus compliqué, parce que Sacha, il peut entendre Estelle bêler, mais il peut pas entendre Sylvain lui parler. Parce que Sylvain parle. Sylvain parle avec Estelle. Mais il parle en ultrason, donc forcément Sacha ne peut pas l'entendre. Et ça, vraie recherche aussi. Oui, ça c'est vrai aussi. D'ailleurs, c'est des découvertes qui sont assez récentes, qui datent il y a vraiment pas longtemps, le fait que les plantes émettent des ultrasons que nous sommes incapables d'entendre, mais que certains animaux peuvent entendre, et j'avais vérifié que oui, les moutons peuvent entendre ces fréquences-là. Voilà, donc... Et il va y avoir... Enfin, disons que Sylvain, quand il va finir par comprendre ce qu'on attend de lui, quand il sera un grand et beau sapin... C'est mignon. Ouais, ça va, voilà, ça va... Il a pas très envie de se faire découper, en fait, pour être... Ça me fait penser au conte d'Anderson que t'avais lu. Ah oui, il était horrible. Ouais. Ça, c'était Sylvain si ça se finissait mal. Donc c'est le conte d'Andersen que j'avais lu, c'est un sapin qui finit tout bien, tout beau, sapin de Noël, et puis une fois qu'il est moche et qu'il a plus ses aiguilles, il finit dans la cheminée. Donc il souffre. Voilà. Et du coup, Andersen nous raconte ça jusqu'au bout. C'est horrible. Voilà. Et oui, ouais, exact. C'était marrant ça. Et le truc que j'ai vraiment aimé, c'est qu'à la fois on a donc je trouve qu'il y a un aspect un peu fantaisie animalière là-dedans, parce que donc évidemment les moutons ils parlent entre eux, les sapins parlent aussi entre eux, Sylvain c'est un tout petit donc il se fait embêter par les grands à l'école, ouais. etc. Il y a des thématiques... Non, pas à l'école. Sylvain. Sylvain dans la sapinière. Oui, ça doit... Et voilà. Sacha aussi se fait un peu embêter à l'école parce qu'il est pauvre et qu'il n'a pas les vêtements ou les jouets dernier cri. Et il y a un côté vraiment quotidien aussi réaliste de les parents ils sont inquiets de payer les factures à la fin du mois, et que à l'école on est obligé d'y aller tous les jours pour apprendre et devenir grand, et les sapins, ça finit en sapin de Noël. Ou débité en planche. Voilà. Non, il y a aussi il y a des thèmes un peu sociétals aussi dedans, parce que il y a l'exode rural, il y a le fait que... bon, c'est marqué dans le résumé, donc je peux le dire, mais quand il y a un projet de station de ski qui arrive, tout de suite la ville s'emballe, parce que ça va nous donner du travail, ça va faire revenir des gens, des touristes, ça va développer le village. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et il y a plein d'enjeux économiques et sociétaux dedans, et il y a l'histoire de ce sapin qui veut pas finir en sapin de Noël, et
Ouais, je pense que c'est sympa comme histoire. Après, c'est moi Oui, qui l'ai écrite, donc je vais pas vous dire que oui. c'est nul, mais si c'était nul, enfin, si je le Donc considérais ça comme nul, je le sortirais pas. je l'ai lu 3 fois, je confirme, c'est vraiment trop chou. Hmm. Et si vous voulez savoir ce qu'est un drama sapin, lisez Le Noël rebelle de Sylvain le Sapin. Parce que il y a Oui, une petite scène qui m'a fait penser à une scène de Harry Potter au niveau c'est des. vrai, laquelle? Parce qu'on coupe pas, on s'en fout. Raconte-moi laquelle. Mais si, c'était celle avec quand il déplante Sylvain qui du coup Ah se met oui, à les hurler. mandragores, oui, c'est Ça fait vrai. penser au Mhm. Mandragore, ça m'avait fait trop rire. C'est vrai, c'est vrai. Oh, On on peut peut le le laisser, je laisser. pense. On laisse. On a voté, on Ouais, laisse. ouais. Donc, mais tout va bien pour Sylvain. Il se fait juste déplanter pour être mis avec les sapins plus grands. Donc, oui, alors c'est vraiment un truc qui est tout mimi. Et je pense vraiment que les adultes qui vont lire ça avec leurs enfants, ils vont pas s'ennuyer. C'est pas Oui Oui ou Martine à la plage, hein. Et je pense aussi que, enfin moi en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça tout mimi. Donc si, en fait c'est le bouquin, si vous avez pas trop le moral, bah ça vous met un petit coup de baume au cœur. C'est le petit chocolat. C'est peut-être pour ceux qui ont envie de lire des histoires de Noël qui seraient pas des romances. Aussi, par exemple. Exactement. Mais il y a des biens des romances de Non, mais je dis Noël. pas qu'il y en a, non, Oui. mais d'accord. Je Oui dis, aussi. je- Ça... c'est juste que dans les romans de Noël, c'est Oui, il y a beaucoup, beaucoup, souvent des beaucoup ouais, romances. de romances de Noël. Oui. Pas toujours. Mm. Je suis pas capable de te citer d'autres exemples. Mais... Si, il y avait Sherlock Holmes, Oui, un Sherlock Holmes de Noël. avec les Ouais. diamants cachés dans la Ça Linde. m'a fait rire d'ailleurs, parce qu'en plus, ça correspondait au niveau de la date de sortie. Ouais, bah Parce que c'était fait c'est. exprès, Ouais. ouais. Donc, Sherlock Holmes, enfin, Sir Conan Doyle avait tout compris au niveau du marketing et il avait sorti sa petite nouvelle de Sherlock Holmes de Noël à Noël. Voilà. Ouais. Et ouais, ouais, c'était vraiment sympa. Mais bref, oui, oui, Sylvain Sapin, c'est vraiment choupi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre pour enfants? Moi, Qu'est-ce qui t'est venu? j'ai une nièce qui a 6 ans maintenant et j'ai un neveu qui en a 4. Et bah, surtout ma nièce, parce qu'elle est un petit peu plus grande, mais elle a toujours adoré regarder dans les livres. Elle veut toujours qu'on lui lise l'histoire. D'ailleurs, ma maman le disait l'autre fois, c'est que la pire punition qu'elle lui a infligée à ma nièce, c'était de la priver d'histoire parce qu'elle avait fait des grosses bêtises et elle a dit non, tu vas aller au lit sans histoire. Et que depuis, elle se tient à carreau, la petite, parce que ça devait être vraiment la punition ultime. Ouais. Euh, donc j'avais envie de ça. Et puis c'est aussi parce que, en fait, pas très loin de là où j'habitais avant, et maintenant c'est sur mon chemin pour aller au travail, il y a une plantation de sapins. Et en fait, il y a plusieurs parcelles, et il y a certaines parcelles où il y a des petits sapins comme ça, puis il y en a d'autres, c'est des sapins moyens, et il y en a d'autres, c'est des très grands sapins. Et en passant devant, je me suis dit, mais les petits sapins, ils ont peut-être pas envie de grandir en se disant qu'ils vont finir découpés pour mettre dans un salon 2 semaines, et Mm. voilà. Et c'est comme ça que ça m'est venu, et en fait, en recommençant à chercher enfin, à faire des recherches sur les plantations de sapins, c'est là que j'ai vu qu'on pouvait utiliser les moutons. J'ai fait ah, ce serait trop bien si un mouton et un sapin devenaient amis. Et voilà, c'est parti comme ça. On va revenir un petit peu sur la malédiction de la pie-rièche, parce que Céline, elle est en train de... Bah, t'as mis le point final au premier jet, non? Ou J'ai fini le presque? premier jet il y a un moment déjà. J'avais fini avant de partir en vacances en juin. J'ai mis le point final, enfin point final, à la réécriture. Ouais. D'accord. Ouais. Et c'est toujours sur deux périodes. Ouais, il y a toujours donc 2 époques. Il y a toujours notre époque, donc qui va être la suite plus, enfin pratiquement directe. Il y a une petite ellipse temporelle, mais quelques semaines seulement, euh, avec, euh, avec la malédiction de la pie-rièche. Et il y a toujours donc une intrigue au Moyen-Âge, sauf que ça se passe 15 ans plus tard. Il y a un autre contexte historique un petit peu, et je veux pas trop en dire. Ouais, on va retrouver la plupart des personnages qu'on connaissait déjà, Mhm. mais forcément 15 ans plus tard, donc ils ont des fois une vie un petit peu différente. Ouais. Ah, j'ai hâte de lire ça. Bah, j'espère que J'ai- ce sera pas trop mauvais Ouais. parce que, enfin, en tout cas, enfin, non, le Moyen-Âge, j'avais été assez satisfaite de mon premier jet, mais pas l'époque contemporaine. Ça m'avait vraiment. J'avais fini le premier jet, j'étais pas. Mais après, peut-être des fois aussi, à force d'être sur le texte, au bout d'un moment, C'est on peut plus vrai, le voir en peinture. mais ceci dit, il y avait des choses qui m'avaient semblé être une bonne idée au premier jet, hein. Pourtant j'ai un plan, hein, mais qui m'avaient semblé être une bonne idée à la base, et en fait, en l'écrivant, j'ai fait non, ça fait redondance avec le premier. Mm. Alors il y a des choses qui évidemment se répètent parce Mm. que ça fait partie du truc, mais des choses. Et en plus de ça, quand c'est des choses qui se répètent mais qui n'ont pas
d'impact finalement sur l'histoire, Oui, ben ça sert à rien, donc autant oui. les changer. Alors du coup, il y avait un événement que je pouvais pas enlever parce qu'il était obligé d'arriver. Donc ça, je l'ai changé, et ben depuis, je trouve que c'est vachement mieux. Voilà, c'est fini pour les spoilers. Voilà. On peut remettre le Vous son. vous ne saurez rien. Donc, qu'est-ce qui fait que tu choisis que telle scène va avoir lieu dans ton roman et que sinon tu l'enlèves? C'est trop Ben général? non, c'est compliqué. Des fois, c'est parce que j'écris une scène, en soi, je la trouve bien, mais je trouve que c'est pas le bon moment. Ça Mhm. m'est arrivé beaucoup pour la malédiction de la pigrièche. J'ai un fichier de scènes coupées qui fait 70 000 mots. Ouais, Et qui mais sont pas du tout dedans ou c'est que tu les as déplacés? certaines, elles sont pas du tout dedans. Ok. Et parce que je me suis dit, ouais, ça sert à rien de les mettre, vaut mieux faire un petit résumé en disant il s'est passé ça d'abord parce que ça sert à rien de le montrer. C'est ça en fait, c'est la difficulté avec le show don't tell. Il y a des choses qu'il faut absolument montrer et d'autres où c'est moins nécessaire. Et il y a certaines scènes, comme celle du colporteur, sans rentrer dans Oui. les détails, c'est pas un spoiler, mais il y avait une scène avec un colporteur. Mhm. Elle arrivait assez au début, parce qu'en fait c'est ça, au Moyen-Âge ils ont pas de téléphone pour communiquer, Oui. Mhm. et quand t'as un personnage sur les deux qui veulent communiquer qui ne sait pas lire, Oui. ils peuvent même pas s'envoyer de message, donc c'est compliqué. Euh, et j'avais donc cette scène avec le colporteur, et que je l'avais assez tôt dans l'histoire, et en fait je trouvais qu'à ce moment-là ça faisait trop Deus Ex Machina, enfin c'était trop... ça faisait pas naturel, donc je l'avais Mhm. enlevé, et C'était la nécessité du scénario. c'est ça, j'avais besoin qu'il trouve un moyen de communiquer, et en fait je trouve qu'à ce moment-là ça allait pas, donc je l'ai enlevé, et je m'en suis resservi plus tard, donc en la retravaillant. Mais puis il y a des fois, il y a des scènes que j'ai écrites, et puis je dis, ouais, en fait, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, Mhm. ça dépend. Est-ce que ça fait avancer l'histoire Mhm. ou pas? Mhm. Alors des fois, faire avancer l'histoire, ça va juste être montré un aspect du caractère d'un personnage ou Mhm. de ses réactions, ça peut être ça, hein, Mhm. plutôt que de nous dire il est colérique, bah montre-le nous, quoi. Mhm. Et des fois, on a vraiment des scènes où je dis, oui, c'est gentil, mais ça sert à rien. Oui. Ouais, ouais. Et par exemple, sur la malédiction de la Pie-Grèche, il y avait un prologue. Ok. Et je l'ai enlevé parce que je me suis dit qu'en fait, si j'enlève ça et que je m'en sers de plot twist au milieu, ce qui se passe dans le prologue, et ben c'est vachement mieux. Ah! Ouais. Donc le prologue, c'est le fameux plot twist. Non, le prologue, en fait, c'était la naissance de Mathilde. Quand D'accord. son père l'emmène pour... En fait, sa mère, elle la prend dans ses bras, elle va bien. Son père l'emmène pour se faire baptiser, et quand il revient, sa femme, elle est morte. Je Et... m'en souvenais plus. Oui, mais oui. Oui. voilà, ça, je m'en suis servi d'éléments pour expliquer que, bah non, quand elle tient la fille dans les bras, tout va bien, et quand on lui enlève le bébé, et que, tu vois... Donc roman historico-fantastique. Oui, fantastique. Est-ce que tu as des méthodes particulières de travail que tu... Tout le temps la même méthode à tous les livres ou est-ce que... Enfin, comment tu écris, grosso modo? Je fais toujours un plan. Je peux pas y aller à la one again. Ça, j'y arrive pas. Enfin, disons que ça va à un moment, et puis au bout d'un moment, il faut absolument que je sache où je vais. Mhm. Mais je vais des fois dévier du plan. Mhm. Par exemple, bah là, pour la réécriture de la Pie-Grièche 2, je trouvais qu'il y avait, surtout au début, des problèmes de rythme. Et enfin, j'étais pas contente de... Donc là, j'ai pris 2 chapitres, j'ai changé l'ordre. Donc je les ai retravaillés pour que ça s'enchaîne quand même, Mhm. et ça allait mieux. Donc malgré mon plan, des fois il y a des choses quand on arrive vraiment dessus, ça marche moins bien. Mais j'ai besoin d'avoir une... Bah, sur la Pie-Grièche, c'est un d'autant plus nécessaire d'avoir un plan parce que j'ai les 2 époques, il faut qu'elles avancent à peu près au même rythme. Il faut que les événements qui se passent dans une époque fassent écho à ce qui se passe dans l'autre. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait Mhm. vraiment une correspondance, et ça, c'est compliqué. J'ai aussi, même sur Sylvain, j'ai fait un plan, parce qu'il y a certains événements qui, forcément, sont liés avec les saisons, hein. Dès qu'on parle de Bah choses oui. qui sont dehors, Oui, oui. Puis là, c'est de la culture, hein. voilà, c'est ça. Mhm. Donc, il De la fallait... sapiculture, je pense. Ouais, je sais, ouais, c'est peut-être ça d'ailleurs, je sais pas. Sapiculture? J'ai vraiment besoin d'avoir un plan, dire bon bah voilà, à peu près, c'est un plan. Au début, c'est un squelette, hein, ça va être des grandes lignes, et puis bah au fur et à mesure, T'habilles un petit peu. j'étoffe, c'est ça, ouais. Tu mets des post-it ou des trucs comme ça ou... Alors quand j'ai des idées, quand je suis au travail, parce que je travaille à plein temps, ben j'ai beaucoup de papier de brouillon, parce que quand j'imprime des trucs que j'ai plus besoin, ou que faut que je les jette, ou Mhm. je les jette pas, hein, je m'en sers de brouillon. Mais du coup, ouais, je me rappelle pratiquement tous les jours avec des feuilles avec des notes dessus, parce que j'ai des idées qui me viennent comme ça, ou peut-être des fois des angles d'attaque, ou ce genre de choses, tu vois. Mhm. Par exemple, voilà, double page, la magie dans la Pie-Grièche, hop, vous l'avez pas vu. Ah.
Donc oui, j'ai un peu voilà, des notes, voilà, l'écriture PYH2, les choses qu'il fallait que je change, voilà, vous avez rien vu. Voilà. Et j'ai aussi 3 pages sur la viticulture. J'ai 3 Je crois pages... que je vais m'amuser à faire ça aussi maintenant au mais niveau des... Tu vois, là, j'ai du patois angevin. Voilà. Voilà, ça, c'est tout ce qui est sur la viticulture. Voilà, j'en ai plusieurs pages. Et voilà, donc je prends toutes mes notes là-dedans. Et après, mon plan sur la pigrèche, par exemple, je l'ai fait dans Excel. Je l'ai fait en tableau Excel. Parce que j'avais les 2 époques l'une en face de l'autre. Mais par exemple, pour Sylvain, je l'ai fait sur des feuilles de papier. Enfin, dans un carnet, en fait. Pas dans celui-là, mais dans un autre, le plan par chapitre. Mais ça, souvent, quand j'écris, les délimitations des chapitres, elles bougent. Parce que des fois, je vais avoir envie de couper à un moment un cliffhanger. Et puis, en écrivant donc, au chapitre suivant la suite du cliffhanger, quand ça m'est beaucoup arrivé sur la pigrèche, quand j'ai un changement de point de vue après, je me dis, bah en fait, autant enlever le cliffhanger et finir sur le point de vue. Et puis passer à un autre point de vue au chapitre d'après. Alors, ça m'empêche pas d'avoir des changements de point de vue en plein milieu des chapitres, mais quand c'est... Ouais, je sais pas, je le sens si ça le fait ou pas. Je pense que je me plante pas trop. Non, Je sais non, pas, pas du tout. mais Non. Ah non, tu te plantes pas du tout. c'est un peu à l'instinct des fois. Je pense en fait que ton expérience de l'écriture, la manière dont tu construis les choses, ça peut servir aussi à d'autres, en fait. Donc, t'as peut-être le côté, oui, ben non, mais qui suis-je pour donner des conseils Oui, il y d'écriture? a beaucoup de Donc, ça. mais pas dans le sens, moi je sais, vous savez pas, je vais vous apprendre, mais le moi je fais comme ça, Ouais. dans un contexte par exemple de une double temporalité, donc Moyen-Âge, époque contemporaine, avec plusieurs points de vue. En plus, t'écris en focalisation externe. Ouais. Oui, t'écris en il. Et la manière dont tu construis les choses, ça peut donner des petites billes aussi si là ou là, il y a des gens qui rament un petit peu au niveau de l'écriture. Je pense que d'une manière générale, c'est toujours bon de savoir où on veut aller. Oui. Après qu'on fasse un plan ou pas, chacun fait comme il le sent. Moi, j'ai besoin d'avoir... Après, j'en dévie des fois du plan, hein, Oui. mais d'avoir au moins au moins les grands rebondissements, c'est ça, de savoir on va par de là, on veut aller à tel endroit, et quelle grosse ville, on va dire, il y a sur la route. Et après, c'est vrai que quand on écrit, j'ai encore pour l'instant, je connais pas d'auteur ou d'autrice qui a son plan et qui le suit vraiment rigoureusement. Je pense qu'on a tous un problème de devoir lutter contre les personnages qui, des fois, parce que surtout quand c'est la première fois qu'on écrit ces personnages, on apprend à les connaître en même temps. Parce qu'on a l'idée de comment ils doivent être. Et finalement, quand on les fait interagir entre eux, des fois, ils ont des réactions qu'on n'attend pas. Et alors, des fois, on les laisse en disant, bah ouais, non, c'est bien. Et des fois, on dit, non, non, mais ça va pas du tout avec ce que je veux te faire plus tard. Donc là, il faut les recadrer. Mais c'est vrai que les personnages sont souvent des gens à part entière, en fait. Oui, bon, mais complètement. ils font ce qu'ils veulent, des fois, c'est terrible. Je trouve je trouve même qu'ils sortent, en fait. Ils sortent de nous et puis ils vivent leur propre vie. Je trouve que c'était plus facile, tu vois, de ce point de vue-là, pour la suite de la Pigrèche, parce que je les connais, les personnages. Ouais. Et il va être plus court, à moins que tu me dises des tas de choses que là, il faut développer, ça se peut, hein, que tu me dises ça. Mais, je serais peut-être frustrée. Peut-être, on verra. Peut-être que j'en voudrais plus. Mais ouais, mais je pense que c'est plus court aussi parce que j'ai moins besoin de chercher les personnages. Ils sont lus plus facilement. Bon, j'ai un peu taillé dans le gras dans les descriptions. J'en ai fait, il y en a toujours, mais quand c'est des endroits qu'on connaît déjà, je les ai décrits succinctement, mais je suis pas retournée dans le détail vraiment comme j'ai fait dans le premier. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Et je sais pas, par exemple en scène coupée, je disais pour le premier j'ai 70 000 mots. Je crois que là après la réécriture, je dois être à, allez, 8 ou 9 000 mots. Ah oui, donc ça a été beaucoup plus succincte. Ouais, j'ai beaucoup moins de scènes coupées parce que je suis allée beaucoup plus droit au but. J'ai eu moins besoin de chercher qu'est-ce qui est pertinent pour l'histoire, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que c'était ça qui était vraiment compliqué pour le premier, c'était de savoir qu'est-ce qui... On écrit des choses, on essaye, et puis on se dit, finalement ça marche pas bien, donc je vais l'enlever, ou je vais le remettre plus tard, ou... C'est... Ouais.
au début, moi j'ai beaucoup cherché les personnages. Et maintenant que je m'y suis faite, Mais je n'en sais pas. c'est par là en fait que. Enfin, les personnages, c'est la porte sur l'univers et sur l'histoire. Parce Mm. qu'on peut avoir. Il y a des auteurs qui vont développer un lore qui va être. Enfin, un world building qui va être ultra développé, très touffu. Une Bible en fait. Ouais, Mais ben, une Bible, c'est juste une Bible. Mais faites vivre tout ça au final. ouais. Mais c'est vrai que ceux qui vivent tout ça, ce sont les personnages. Je vais revenir sur Harry Potter parce que Mm, c'est forcément un univers que je connais très bien. moi Mais aussi. j'ai lu sur un groupe de lecteurs sur Facebook il y a quelque temps, quelqu'un qui découvrait à l'âge adulte Harry Potter pour la première Excellent. fois et qui disait oui, par arriver à la coupe de feu, comment ça se fait que Harry il ait jamais entendu parler des autres écoles de magie avant et qu'en Mm. gros ça faisait très Deus Ex Machina, que ça arrive C'est pas juste au moment faux, où on a... ouais. Oui, c'est pas faux, et en même temps, Harry il y connaît rien au monde Oui. magique et donc il a... Et c'est comme nous en fait. On apprend en même temps qu'Harry. Et le problème, Mm. c'est que, bah, effectivement, il aurait pu avoir toutes ces infos-là dès la première année, mais pour nous, lecteurs, surtout Ouais. qu'on est censé. Enfin, moi, j'ai lu Harry Potter à 12 ans, la première fois. Il faut pas donner plus d'informations au début, Non? parce que, en fait, surtout quand elles servent à rien sur le moment. Alors, il y a des fois, évidemment, il y a le foreshadowing, Mm. il y a certains éléments qu'on peut placer dès le début, qu'on va servir plus tard. Le Mais foreshadowing, je précise, c'est en fait mettre des petits indices qui vont mener à le ah ben oui, tiens. c'est ça, en fait, on se dit, ah ben oui, pourquoi je l'avais pas vu? Mm. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, bon Bon sang, sang, mais mais c'est bien sûr. C'était là sous notre nez depuis tout le temps et on l'a pas vu. Mm. Et effectivement, on a besoin de ces choses-là parce que sinon ça fait Deus Ex Machina. Mm. Mais je trouve qu'il faut pas donner toutes les infos en même temps parce que c'est juste indigeste. Puis au final, ça fait sens que Harry ne connaisse pas les autres écoles de magie, etc. Parce que j'ai pas l'impression qu'il lise plus que ça. Non, Ça serait Hermione, elle le saurait évidemment. mais elle le savent. Oui, 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 bien oui. sûr. Puis comme il a 11 ans, Oui, c'est un ça, petit, c'est oui, un petit garçon. s'intéresse pas forcément plus que ça. Puis il a assez de problèmes comme ça Oui, à enfreindre les oui, règlements de l'école, faut pas déconner. oui. Mm. Mais ouais, c'est pour ça que distiller les informations, pas les mettre toutes en même temps, mais les mettre quand même, c'est compliqué. C'est de la Ouais. gymnastique, hein. Oui, oui. C'est très clairement de Qu'est-ce la qui est gymnastique. utile, Mm. qu'est-ce qui est utile au lecteur et qu'est-ce qui Pas le me nombre, fait juste plaisir, entre guillemets, à écrire. c'est ça. Il y a un peu de ça, hein. Ouais. Euh, Après, ouais, moi j'avais ça, tu vois, sur le background de certains personnages secondaires dans la PGH où c'est pareil. Ouais, c'est sympa, mais comme ça sert à rien pour faire avancer l'histoire, j'ai enlevé. T'avais quoi, par exemple, que t'as enlevé sur du background? Non, c'est surtout dans la PGH 2, par exemple. Ah, Je reparlais de David qui est, enfin, c'est le je m'en souviens caviste, plus. c'est le caviste qui aide Valérie. Oui? Et bon, il y a une scène ou deux dans la suite d'Apirich où il est là parce que ça se passe dans la cave, enfin dans les caves avec la fermentation alcoolique et tout ça. Et donc il est là et j'écrivais que oui, il avait fait sa formation de viticulteur en Champagne et que Oui. bah ouais, mais ça sert à rien en fait. Donc je l'ai Oui, viré. c'est juste un petit personnage C'est ça, qui... c'était un Ouais. paragraphe qui faisait 5 lignes. Donc ça prenait pas tant de place que ça, mais ça sert à rien, donc je l'ai Mm. enlevé. Ça sert à rien en fait d'en détailler trop sur ces personnages-là. En fait, c'est compliqué parce que d'un côté, si on détaille pas, on a l'impression qu'ils sont creux, mais d'un autre côté, si on les détaille alors que ça ne sert pas l'histoire, voilà, ça sert à rien non plus. Donc de toute façon, on peut pas faire bien. Il y aura toujours des gens pour dire Oui, mais en fait, ça me fait penser un peu dans les personnages secondaires, voire tertiaires, ceux qui sont un peu personnages fonction. hmm, Par exemple, alors, je dis peut-être des bêtises parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu la série, mais dans Friends, Gunther, oui, comment dire, le le, barman, hein, ouais, celui qui tient le café là. le café, il, au final, c'est juste le barman. C'est Il est justifié qu'il amoureux de soit là. Rachel. Ouais. Il quoi? Il est amoureux de Rachel. Ah De ouais, je me Rachel, souvenais ouais, plus. ouais, ouais, si. Et au final, c'est juste le barman parce que eux, ils se rendent dans ce bar-là et puis ils vivent leur petite vie. Donc forcément, il y a un barman vu qu'ils sont dans un bar. Mais quelque part, ils ont donné un peu plus de billes à Gunther qui, je crois qu'il avait des petites sorties un peu sarcastiques. Hmm, Il commente un petit peu ce qui se passe autour de lui. Il est amoureux de Rachel, donc ça, je m'en ouais. souvenais plus. Mais ça, c'est utile parce que c'est un personnage qui est récurrent. Parce que si c'est juste le gars qui vient vous livrer la pizza, on n'a pas besoin de savoir en quelle année il est né et quel est son groupe sanguin. Mais c'est... Oui, il faut vraiment faire un tri en fait dans ce qu'on a envie de... Pour pas se retrouver à développer et finir dans un truc qui est tentaculaire et Ouais. puis savoir
comment rassembler tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est difficile des fois de Ouais. faire des choses. Il faut être impitoyable. Est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick? Oui, non, non, ça vire, tout Mm. simplement. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et comment tu t'organises au quotidien, vu que donc, toi tu travailles à temps Mm. plein, et bah, du coup l'écriture, étonnamment l'écriture ça prend vachement de temps. Oui. Et comment qu'on fait? Bah, on fait sur son temps libre, donc Mm. j'ai de la chance, entre guillemets. Mon mari est chauffeur routier, bon, il rentre tous les jours à la maison, mais en général, on a des horaires qui sont décalés, donc je suis souvent le soir quand je rentre du travail toute seule à la maison. Donc j'ai 3 chats, donc je suis pas tout à fait toute seule. Du coup, oui, quand je rentre du travail à la maison, en général, je m'y mets tout de suite. Après, c'est par phase, là, tu vois, j'ai fini la réécriture. Quand je vais rentrer après mes vacances, là, je vais relire le Moyen-Âge. Il y a au moins un truc que je veux remodifier avant de te l'envoyer pour la bêta lecture. Mhm. Mais c'est vrai que là, ça va être des phases qui vont être plus cool en fait. Le temps que tu me fasses tes retours de bêta lecture, Mm. moi déjà je vais lire plus Mm. et je vais commencer les recherches pour mon prochain roman. Mais Historique? ouais, Mm. ouais, bah là, faut vraiment que je m'y mette. Elle m'en a Mais parlé, je me souviens plus de tout, mais ça a l'air trop bien. bah, j'espère en tout cas. Enfin, moi, ça m'intrigue tellement Mm. que j'ai envie de faire ça. Et ouais, mais c'est tous les jours en fait. À moins d'être Tu, vraiment tu écris tous très les fatiguée. jours? Bah, j'écris pas tous les jours, ça dépend des phases enfin, de ce que je fais, mais sinon, quand je suis en phase vraiment de rédaction, ouais, j'écris tous les jours. Il faut vraiment que je sois hyper crevée Mm. pour ne pas écrire le soir quand je rentre du travail. Et en T'écris général, combien de temps à peu près? 1 heure, 2 heures? ouais, en général, je rentre, il est un peu avant 17h, donc le temps que je m'y mette, on va dire qu'il est 17h. Si je suis toute seule, en général, j'arrête vers 20h. Ah ouais. À moins de vraiment de réussir à rien, ou voilà, ou si finalement, si mon mari est là, en général, à 19h, j'arrête parce qu'il faut bien. Ce qui paraît que tu fais avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Alors bon, en général, quand il est là, quand je rentre du travail, c'est qu'il s'est levé tôt. Donc en général, Mm. pendant que moi j'écris, il fait sa sieste sur le canapé. Mais à un moment, il faut bien aussi qu'on mange le soir. Et puis moi, j'essaie de m'imposer une limite aussi le soir, de me poser sur le canapé devant la télé pour Mm. me détendre un petit peu parce qu'il faut que je me repose aussi. Parce qu'en fait, ça fait quelque part double boulot Ouais, aussi l'écriture. c'est ça. Mm. Et puis le week-end, j'écris beaucoup aussi. Et, D'accord. comme je suis une lève tôt, le Mm. week-end en général, allez, à 9h du matin, je suis devant l'ordinateur parce que j'ai quand même eu le temps de prendre mon temps devant la télé, à prendre mon petit déjeuner, et puis après d'aller prendre ma douche. Et ensuite, moi, en général, il est vers 9h ou 8h30 quand je me mets devant l'ordinateur. Et en général, j'arrête quand mon mari se lève, justement. Et je m'y remets l'après-midi. Ça dépend du temps qu'il fait, on va dire. Quand il fait très beau, Elle vit en je- Allemagne. quand il fait beau, je Oh, suis quand même dehors. Ça. Après, des ouais. fois, quand je suis vraiment dans des phases d'écriture intense, bah, j'emmène mon ordinateur dehors. Ça Ouais. dépend. Ouais. Mm. Puis on a une Mm. prise en plus sur la terrasse. Trop bien. Donc j'ai pas d'excuses. Après, c'est vrai que quand il fait chaud, parce que ça arrive qu'il fasse chaud aussi chez nous, Mm. l'ordinateur il aime pas trop. Mais ou je lis quand je suis dehors. Mais c'est vrai qu'en phase d'écriture, c'est vraiment presque tous les jours. Presque tous les jours. Ou alors quand je vais vraiment pas bien. Si j'ai vraiment mal à la tête, parce que je suis un peu migraineuse, là, c'est pas possible, quoi. Mm. Mm. Mais oui, c'est une discipline. Il y a des jours où j'ai pas envie, mais il faut, sinon je vais pas avancer. Puis Mm. j'essaye de mettre. C'est pas des deadlines qui sont vraiment fixes, mais en général, c'est bon, je voudrais avoir fini de faire telle chose. Par exemple, d'avoir fini le premier jet avant de partir en vacances. Mm. Mm. Parce que c'est. Au Quand moins, on. tu coupes. Ouais, c'est ça. Et puis quand t'as coupé 2 semaines, bah c'est dur de s'y remettre, hein. Alors que quand t'es dedans, t'es dedans. Donc c'est vrai que je me mets des délais comme ça, mais si je les tiens pas pour une raison X ou Y, c'est pas la cata, mais c'est vrai que j'essaye quand même de m'y tenir. Tu nous avais parlé en fait de l'idée pour le Noël rebelle de Sylvain le sapin parce que tu passais devant un élevage de sapins, Ouais, ouais, culture de sapins, culture, où il ouais. y avait des petits. Et c'est quoi l'idée qui va faire que t'as envie de creuser plus et éventuellement de faire des recherches et d'écrire quelque chose dessus? Hmm. Qu'est-ce qui te séduit? Euh, Parce que c'est de la curiosité en fait quelque part. Ben, par exemple, pour le prochain que je vais écrire, le roman historique, c'est parce qu'on a visité un château avec mon mari en Allemagne. Et, euh, et ce que racontait le guide, en fait, il y a des tas de choses où on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Il y a des théories. Et moi, j'ai tout de suite eu des théories à moi.
Et j'ai envie, en fait, de raconter, parce que je pense que c'est plausible, ce que je pense, c'est peut-être pas du tout ça qui s'est passé, mais ça me paraît plausible, et donc j'ai envie de creuser l'histoire, et tant qu'à faire de la creuser, bah, de la raconter. Euh, mais qu'est-ce qui fait que des fois ça va être une idée. J'ai toujours envie d'écrire un livre qui commence par les mots Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Oh, Voilà. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait dans La Pie-Grièche. je me souviens plus que c'était ça. Ça commence par ça? Ah bah oui, exact. Oui, 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 c'est oui. les premiers Ah mots. oui, oui, c'est Gonzague. C'est Oui, Gonzague. c'est Gonzague C'est qui dit ça. Gonzague. C'est Gonzague qui a le mot du début. C'est très drôle d'ailleurs. Mm. Et j'avais toujours envie, je me suis dit, ce serait classe de faire Ouais, ça. moi je confirme. Et du coup, je l'ai fait. Mm. Ah, Mais, c'est. Non, c'est mais classe. qu'est-ce qui fait que quelque chose. Ouais, c'est difficile à expliquer. Oui, en fait, ça va aussi avec tes centres d'intérêt. C'est que t'adores l'histoire. Ouais. Après, tu vois, par exemple, j'ai aussi une idée de thriller de science-fiction Mm. qui est. Là, ce sera plus au niveau de la science qu'il faudra que je fasse des recherches, et pas du tout au niveau historique. Mais en fait, voilà, j'ai cette idée-là qui m'est venue en rêve d'ailleurs. Oh, Ouais, c'est plutôt même un cauchemar que j'avais moitié fait. Et, et je sais pas, et en fait, plus j'y pense, voilà, je sais déjà comment va être le personnage principal. excellent. Enfin, j'ai pas plus de pistes, enfin, j'ai pas concrètement ce qui va se passer, comment Mm. ça va se passer, mais je sais ce que je veux pour la fin. Voilà, et ça vient en fait tout seul. Je pense que ça se nourrit tout seul si ça peut devenir quelque chose ou pas. Oui, non, mais c'est vrai que ça s'auto-entretient. Et je pense qu'en fait, vous savez, on conseille assez facilement de prendre des notes pour pas oublier. Mm. Mais je pense que les idées qui restent, sans qu'on ait besoin de prendre de notes, celles-là, faut se les garder. Faut les développer. Parce que les côtés, je pense que les auteurs ont un petit côté un peu obsessionnel. Et ce qui... Non? Si, Si. si, c'était une mood d'approbation. Un Et petit peu, c'était un peu un euphémisme en fait, c'est ça. Mm. beaucoup. Mm. Et les... On En a... fait, quand l'esprit reste sur le même truc, faut l'écrire en fait. Faut Ouais. écrire et... Quitte à écrire un petit truc et s'en débarrasser si on sait pas quoi en faire, hein, comme ça. Mais... Mais non, c'est vrai que en général, enfin moi j'ai commencé à écrire pour aussi faire sortir les voix de ma tête. Mhm. Euh, oui, je sais, on a un peu l'impression d'être un fou quand on dit ça, mais c'est vrai. Et par exemple, moi pour la Pie-Grièche, j'avais commencé à par écrire le Moyen-Âge. Sauf que j'avais commencé à écrire le Moyen-Âge et j'avais vraiment ce premier chapitre pour l'époque contemporaine avec Pardonnez-moi mon père. ouais, pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Et puis après, en fait, c'est un peu comme un plan séquence, je crois qu'on appelle ça au cinéma, Mhm. où voilà, où il n'y a pas de coupe, où la caméra suit tout le temps. Et j'avais vraiment cette idée avec Gonzague dans l'église, avec son mousset qui ressort, voilà, pour planter le décor, avec Mhm. la commune de Châtaignier, le vignoble sur le coteau, montrer les troglodytes, montrer l'organisation un peu. Enfin, je l'avais tellement dans la tête, il a fallu d'abord que je l'écrive. Mhm. Parce qu'une fois que ça a été écrit, j'ai pu vraiment me concentrer sur le Moyen-Âge. Mais tant que je l'avais dans la tête, Mhm. il me sortait, ça me déstabilisait en fait. Il fallait vraiment que ça sorte. Mhm. Donc des fois, d'une manière générale, j'écris les scènes dans l'ordre chronologique, mais quand on a vraiment un truc dans la tête ou un Ouais. dialogue où il faut l'écrire d'abord et Mhm. revenir plus tard le mettre au bon endroit et le retravailler quand on a le reste. Mais parce que c'est dur de rester à se concentrer se focaliser sur Ouais. quelque chose quand on a autre chose en tête. Et ça fait de la place en fait. Parce que Oui. c'est le truc qui va rester un peu en tâche de fond, là, qui Mm. fait du bruit. Et on l'écrit, du coup, quelque part, c'est traité. Donc on peut revenir se concentrer sur ce sur quoi on est. Ouais. Et c'est pas forcément de la procrastination, hein. Je pense que c'est juste faire de la place à l'intérieur. Et puis. Oui, mais complètement, parce que Mm. le problème, c'est que je pense qu'on a peut-être inconsciemment la peur on l'a là, à ce moment-là, cette scène, et qu'au moment où on l'écrira, on l'est plus. Oui, si on Et oublie. voilà, c'est Ouais. ça. On a plein Si on d'idées oublie le petit truc la petite caractéristique, quoi, le sel certaines ouais. répliques qu'on a vraiment dans la tête, et on se dit d'ici à ce qu'on y soit, bah, peut-être que ce sera parti en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire tout de suite, comme ça, on reviendra dessus plus tard, c'est pas grave, mais Mm. au moins ça tourne plus en arrière-plan, comme les petites vidéos sur les tabulas, tu sais, sur les onglets sur Oui, internet. j'ai 47 onglets C'est parce que ça, quand on tombe dans Wikipédia et puis c'est ça. Donc ça en fait un qui est de moins déjà. voilà. Mm. Oui, ce qu'on vous avait pas dit du coup, c'est que les deux livres de Céline sont
sont publiés chez Publishroom en auto-édition. Et donc, j'avais un petit peu aussi la question, pourquoi le choix de l'auto-édition? Alors, je t'avais parlé du roman que j'avais écrit à 13 ans. Oui. Il a presque été publié quand j'avais 16 ans. Ah Ouais, ouais? ouais, mais je pense que c'était du conte d'auteur. Ok. À l'époque, j'avais eu un monsieur au téléphone, il avait été très gentil, j'avais 16 ans hein, à ce Tu moment-là. tu les avais envoyés, tout ça? T'avais fait les Oui, démarches? oui, j'avais fait des démarches. Et Super, hein. il m'avait, à l'époque, j'avais 16 ans, hein, donc Mhm. ça fait 20 ans, hein. Oui, oui, mais c'est super. Il voulait 500 € pour le publier. Ah oui, Donc oui. c'était, voilà. Bon, mes parents l'ont pas fait parce qu'ils avaient pas les moyens ou ils voulaient pas le faire, peu importe, c'est pas important. Moi, j'avais pas 500 € à cette Mhm. époque-là, parce que bon, il y a 20 ans, c'était le début de l'euro, donc 500 € ça avait une autre valeur aussi que C'était maintenant. une belle somme. Ouais, Ah, c'est toujours une belle somme, hein. oui, oui, mais du coup, je l'avais pas fait. Et en fait, j'avais en fait écrit aussi plus tard, quand j'avais 18 ou 19 ans, l'ancêtre de la pie grièche. Ouais, oui, parce que ça, je l'ai peut-être pas encore. Oui, je crois que je l'ai jamais dit, mais c'est vrai Oh, que j'avais écrit un roman fantastique. c'est l'interview des révélations. Mhm. Ouais, et c'était un roman fantastique, et en fait, je l'ai relu il y a peut-être 2 ans, donc avant d'écrire La pie grièche, et je m'étais dit, tiens, j'avais beaucoup d'expérience en fanfiction depuis. Je me suis dit, tiens, je vais le relire, je vais peut-être pouvoir améliorer 2, 3 trucs, et ça va aller. C'était nul. Mais c'était nul. Non, c'était Et- vraiment nul. Mais tu me sors ça, moi, Oui, comme mais lectrice. 18-19 ans, hein, Tu me sors ça comme lectrice ou comme Oui, mais... spectatrice, mais je peux comprendre mes sous, quoi. C'est juste pas possible, c'était nul. Et je l'ai même pas fini de le relire parce que je trouvais ça pourri. Mais ça m'a pas sorti de la tête, et c'est comme ça qu'en fait, en reprenant des idées de Hmm. base, mais la malédiction de la pie ça ressemble pas du tout à ce que c'était. Mais absolument pas. À part le mot. Si, Gonzague, il s'appelle toujours Gonzague. Mais. Gonzague, il est indétrônable. Mais il avait un autre caractère, il avait pas. Enfin, c'était. Mais c'était nul. C'était vraiment nul. Oui, Euh, mais tu démarrais, c'est normal. c'est ça. C'est Et on parlait de quoi? C'était quoi la question? pourquoi le choix de l'auto-édition? Ah oui, pourquoi le choix de l'auto-édition? Et en fait, moi je me rappelle que ce bouquin-là, à l'époque, je l'avais envoyé à des maisons d'édition, et j'avais jamais compris à l'époque pourquoi est-ce qu'ils en voulaient pas. Quand je l'ai relu, j'ai compris. Et ils ont eu. Non, mais évidemment, c'est Non, mais logique. c'était petite. Et en fait, j'ai choisi l'auto-édition parce que j'ai compris que de toute façon, j'avais. Même si même en étant publié en maison d'édition, que c'est très difficile de vivre de sa plume. Mm. Et pour connaître, enfin pas vraiment personnellement, mais du moins sur des forums sur internet, des gens qui sont publiés en maison d'édition qui peuvent pas s'arrêter de travailler parce que ils touchent pas assez d'argent de leur publication pour pouvoir écrire à plein temps, donc ils sont obligés d'avoir un vrai travail entre guillemets. Mais les maisons d'édition leur imposent des cadences, mais de trucs de fou. Si on me dit en 3 semaines, faut que tu aies fini ta réécriture, enfin, c'est pas possible, je peux pas le faire. Mm. À un moment, je suis un être humain, faut que je me repose aussi, ou faut que je prenne mon temps, ou faut que moi je sois satisfaite et personne d'autre dans un premier temps, c'est ça qui compte. Et du coup, quand j'ai fini la pie grièche, je l'ai même pas, j'ai envoyé à aucune maison d'édition parce que moi je voulais rester, je voulais surtout être libre de mon calendrier, c'est surtout ça. Euh, et donc pour moi, l'auto-édition, ça a été vraiment c'est le truc naturel en fait. Parce que, évidemment, je savais que ce serait galère pour le vendre, pour le faire connaître, évidemment, ça je le savais. Franchement, je trouve que tu te débrouilles bien, Ouais, je honnêtement. trouve aussi que je Ouais. suis pas trop mal. J'ai un bouche à oreille qui marche pas trop mal en Mm. fait, je suis assez contente. Mais c'est vrai que moi, enfin voilà, ça m'a plus tenté en fait la maison d'édition. Mm. Parce que aussi, je lis beaucoup et je vois des fois des romans qui sont sortis en maison d'édition parce Ouais. que l'auteur est connu, que ce soit un Oui. auteur qui a eu des œuvres qui ont été qui sont beaucoup vendues par le passé et que du coup il avait un peu le pied mais ils sont publiés de toute façon, ou que ce soit des gens connus, des acteurs ou je sais pas quoi, qui publient leur bouquin qui est pas forcément top, mais parce qu'il y a le nom qui va faire vendre. Les maisons d'édition sont des entreprises, hein, elles ont des employés à payer à la fin du mois, enfin, c'est normal. Hein. Mais moi, j'avais pas envie en fait, de me plier au désir d'autres gens, en fait. Moi, je fais comme ça me sent, enfin, comme je le sens. Ça plaît pas, hein, c'est un risque évidemment, mais au moins, si je me plante, je sais que c'est moi. Et j'apprends. J'apprends au fur et à mesure, donc non, moi l'auto-édition, mais c'est pas une. Mais l'auto-édition, il faut vraiment le choisir. Il faut pas que ce soit une route, Oui. pas une voie de secours parce que on n'arrive pas à avoir de place en maison d'édition. C'est vraiment, c'est un C'est un choix. choix qu'il faut faire et qu'il faut assumer. C'est un choix qui est difficile. Mm. Mais je pense que le choix de enfin,
le choix de la maison d'édition, étant donné qu'on n'est pas le seul. Enfin, c'est pas nous qui faisons vraiment le Oui. choix à la fin, hein, c'est les maisons d'édition qui choisissent. Mais je pense que c'est une voie qui est aussi difficile. Elle est difficile autrement, mais à partir du moment où on publie des romans ou on se met un peu à nu en fait. Oui. Et on s'expose à la critique. Hein. D'ailleurs, c'était dans La Bruyère, dans les caractères, qui disait que Oui. c'était très... Enfin, je sais plus comment il le formule, mais en gros, c'est très naïf quand à partir du moment où on publie un ouvrage, de penser qu'on va pas être exposé à la critique. Ouais. Bah si, complètement. Mais voilà, ce qui compte, je pense, et c'est peut-être un conseil que je peux donner, c'est que il faut d'abord être soi, satisfait de ce qu'on a fait. Il y a toujours des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Mais il faut être satisfait soi-même et savoir qu'on a donné le maximum de sa personne. Ouais, je pense que c'est ça qui est important. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli Avec ici. plaisir, Nora. J'ai très bien mangé. C'est pas moi qui ai cuisiné, c'est pour ça. Et oui, puis bon, là on va se promener un petit peu dans Saumur, au château. Et je vais vous mettre donc les comptes Instagram et Facebook de Céline Nio en barre d'informations. Je vais vous mettre le lien vers le profil auteur de Céline Nio chez Publishroom. Vous pouvez commander ces livres dans vos librairies traditionnelles. Alors par exemple, à l'Espace Leclerc, je sais qu'ils peuvent pas le commander. D'accord. Ouais, Ah ouais. Ouais, ils ont pas le même fournisseur, ils peuvent pas. Mais par exemple, si vous avez, un libraire indépendant, il peut le faire. Et puis sinon, la Fnac, Cultura, Oui, voilà. eux, ils peuvent aussi. Donc voilà, merci beaucoup de ton Merci à accueil, toi. merci pour... Je trouve ça génial de faire des interviews, faut que j'en fasse plein. Et donc à la prochaine interview à la Pie-Grièche 2. Oui. Parce que en plus, c'est une gentille autrice qui m'embauche comme correctrice. C'est mon tout premier contrat. Bah, on se connaît depuis longtemps. Oui. On fréquentait les mêmes sites de fanfiction. Et j'ai confiance. Non mais j'ai confiance aussi parce que déjà donner son texte quand personne l'a encore lu, c'est vraiment... voilà, ça passe ou ça casse déjà. Et puis déjà je sais que tu vas pas me piquer mes idées. Ça compte aussi. Oui. Ça, non mais ça compte aussi. Et je sais que tu vas... même quand il y a des choses qui coincent, par exemple je l'ai vu avec Sylvain, quand il y a des choses qui vont pas tout à fait, tu vas me le dire, mais je dis gentiment. Oui. Et puis tu vas dire aussi les choses qui vont bien. Et ça fait plaisir. Parce que parce qu'on n'a pas l'impression... Le drama sapin, par exemple, ça vient de moi. On n'a pas l'impression, quand on relit tes fiches de correction après, ou de bêta lecture, d'avoir fait tout mal. Et ça, je trouve ça important. Merci. Parce qu'on sait, il y a aussi des points positifs. Oui, non mais je pense qu'il faut soutenir de toute façon au maximum, mettre en valeur les points positifs. Et puis, quand je dis que je chipote, c'est vraiment des fois je chipote sur des petites bêtises. Hein, oui, mais moi j'aime bien le chipotage parce que, surtout quand on essaye d'être le plus réaliste possible, le chipotage, c'est important. Donc voilà, mettez votre bois à sécher quand vous le coupez. Voilà, ce sera le mot de la fin. Eh bien, à tout bientôt. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo pour faire connaître au maximum Céline et ses 2 livres sortis pour le moment chez Publishroom. Donc La Malédiction de la Pie-Grièche et Le Noël rebelle de Sylvain Le Sapin. Ils sont beaux et ils sont bons. Ce sont des bons livres. Vous allez passer des bons romans. Sylvain Le Sapin, plutôt enfant, mais même public adulte, etc. La Malédiction de la Pie-Grièche, je dirais au minimum lycée, non? Ah ouais, je dirais aussi. Ouais, lycée, parce que déjà, il est plus conséquent, vous allez apprendre plus de choses, et... Il y a des scènes qui sont... trigger warning Moyen-Âge. Pour pas rentrer dans le détail, mais Moyen-Âge, donc il y a des choses qui sont des fois pas faciles. Oui, voilà. Le Moyen-Âge, c'était... Voilà, c'est passé, c'est bien. Mais je veux dire que j'y suis allée entrer dans les pieds pour l'écrire. Donc, oui, ce sont vraiment des livres que je vous conseille. À fond les ballons. Et c'est bientôt Noël en plus, parce que la vidéo va sortir en octobre. D'accord. Donc, profitez-en. À tout bientôt. Au revoir. Passez une très bonne journée et faites-moi tourner cette vidéo. Salut!